Alors bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler donc des associations et de l'agroforesterie. Donc tout d'abord des associations de culture annuelle et ensuite des associations de culture pérenne, donc de système d'agroforesterie. Alors, on va voir principalement les différences et surtout les avantages des associations, donc de la polyculture par rapport à la monoculture. Donc un peu le contraste dans ce que vous voyez à gauche, une polyculture, oignons, carottes, aubergines, avec une énorme monoculture de soja à droite. Maintenant, les avantages de la polyculture sont pas seulement par rapport à une énorme monoculture comme vous avez vu sur la photo précédente, mais également par rapport à une monoculture qui est en fait simplement le fait d'avoir qu'une seule culture sur une parcelle, même si celle-ci est petite et que les alentours sont diversifiés, comme vous voyez à gauche, une parcelle d'arachide en monoculture. Donc quels sont les avantages des associations? On a déjà un peu évoqué ça la semaine passée. Donc on va d'abord voir les avantages liés au contrôle des ravageurs et des maladies. Donc d'abord la discontinuité des ressources. Donc on a vu ça la semaine passée. C'est le principe d'alterner des plantes hautes avec des plantes pas hautes pour un ravageur. Donc par exemple un ravageur de la courgette ici ne va pas pouvoir infecter la prochaine rangée de courgettes si facilement puisqu'elle est plus éloignée et entre deux on a de l'oignon. Ensuite, les associations impliquent une plus grande diversité de cultures, ce qui implique, comme on a déjà vu la semaine passée, une plus grande diversité d'insectes, donc plus d'auxiliaires. On a vu la semaine passée les auxiliaires, ce sont par exemple des prédateurs comme l'araignée ou la coccinelle qui attaquent les ravageurs, mais ça peut également être des parasitoïdes qui pondent des œufs dans les larves des ravageurs. Ensuite, on peut avoir un avantage des associations de culture, c'est qu'on peut associer une culture avec une autre culture qui attire des auxiliaires particuliers. On peut également associer la culture avec une plante piège. Donc, comme sur cette photo, vous voyez le maïs associé avec au bord de la parcelle le pénicetum ou le bracharia. Sur cette photo, c'est du pénicetum. Et en fait, le pénicetum va attirer les ravageurs du maïs et les piéger et du coup protéger le maïs. On peut associer des cultures répulsives généralistes, donc c'est-à-dire des cultures qui, en général, sont très fortes, comme le piment, le gingembre, l'oignon, l'ail, la tagette, la capucine ou la citronnelle. Et on peut associer ces cultures, ou juste ces plantes, avec des cultures sensibles, et du coup, protéger les cultures sensibles. On peut associer notre culture avec une plante répulsive spécifique. Donc par exemple là sur cette photo, vous voyez le maïs associé avec au pied le desmodium. Et le desmodium en fait repousse les ravageurs du maïs et du coup protège le maïs. C'est le même cas entre l'oignon et la carotte. L'oignon repousse les ravageurs de la carotte et la carotte repousse les ravageurs de l'oignon. Pour terminer, ce qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, en cas de destruction d'une culture par un ravageur, la culture associée pourra compenser cette perte. Donc si vous avez oignons, carottes et toutes les carottes meurent à cause d'une maladie, vous pourrez toujours manger et vendre vos oignons. Ensuite, les associations proposent des avantages qui ne sont pas forcément liés au contrôle des ravageurs. Et donc ça peut être par exemple une meilleure couverture du sol. Donc ça veut dire que vous aurez des cultures complémentaires et qui vont peut-être mieux couvrir le sol. Donc par exemple, si on prend le maïs qui, quand il est très jeune, couvre très lentement le sol, vous pouvez l'associer à la courge qui, elle, va ramper et du coup bien couvrir le sol. Donc ça permet également une meilleure utilisation de l'espace, un peu de la même manière. Si vous associez comme sur cette image maïs, haricot, courge, le maïs monte, utilise l'espace en hauteur, la courge rampe, utilise l'espace à ras le sol, et le haricot utilise le maïs comme tuteur, et donc utilise un espace qui n'existe sinon pas. Les associations permettent également une meilleure utilisation des ressources du sol. Donc on peut associer une culture qui a besoin de d'une certaine ressource du sol, par exemple un nutriment, donc une culture qui a besoin de beaucoup d'azote, on l'associe à une culture qui n'a pas besoin d'azote.
Ensuite, les associations permettent une diversification de la production. Donc au niveau de la vente, on aura une offre plus variée. Elles permettent de récolter à différents moments. Donc là, si vous avez maïs, haricots, courges, vous allez d'abord récolter les haricots et vous pourrez vendre ça en attendant de récolter votre maïs et vos courges. Et en général, le rendement est plus élevé. Le rendement total est plus élevé qu'une monoculture. Donc pour résumer le tout, une association c'est intéressant si on a une complémentarité des espèces qu'on associe. Donc comme j'ai dit avant, euh, la polyculture en général a un rendement plus haut qu'une monoculture. Et ça, on peut évaluer avec ce qu'on appelle le LER, le Land Equivalent Ratio. Et en fait, ça va nous indiquer à quel point la polyculture est plus efficace que la monoculture. Et donc pour ça, pour calculer ça, on va diviser le rendement de la culture A en association par le rendement en culture A en monoculture. Donc, et ensuite on additionne toutes les plantes associées. Donc par exemple si on fait maïs, courge, haricot, pour avoir le LER, on va faire le rendement du maïs associé divisé par le rendement du maïs monoculture, plus le rendement du haricot associé avec le rendement du haricot monoculture, plus le rendement de la courge associée divisé par le rendement de la courge monoculture. Et ensuite, ce chiffre qui va sortir, s'il équivaut à 1, ça veut dire que l'association produit tout autant qu'en monoculture. Si le LER est plus haut que 1, ça veut dire que l'association de culture produit plus que la monoculture. Et évidemment, si elle est en dessous de 1, ça veut dire qu'elle produit moins. Donc, pour un peu vous rendre compte, puisque ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le rendement de la culture sera toujours plus haut en monoculture. Donc si on prend par exemple cette association d'une céréale avec des arbres fruitiers, le rendement de la céréale en monoculture est de 5 tonnes à l'hectare, alors que associé aux pommes, il est que de 4 tonnes à l'hectare. Donc vous pourrez vous dire, ah mais le rendement diminue. Pareil pour les fruits, 15 tonnes à l'hectare en monoculture, 9 tonnes à l'hectare en polyculture. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces rendements en polyculture, ils s'additionnent. Donc sur le même hectare, vous avez 4 tonnes de grains et 9 tonnes de fruits. Alors qu'en monoculture, vous avez soit 5 tonnes de grains, soit 15 tonnes de fruits. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à, si vous faites le calcul avec les rendements qui sont indiqués, vous avez un LER de 1,4. Donc ça veut dire qu'il faut 1,4 hectares de monoculture pour produire autant que 1 hectare de culture associée. Donc ça, vous pouvez facilement comprendre. Sur 1 hectare en polyculture, vous avez 4 tonnes de grains. D'accord? Alors, en monoculture, pour avoir 4 tonnes de grains, il vous faut 0,8 hectares, puisque le rendement est de 5 tonnes. Et ensuite, dans la polyculture, vous avez 9 tonnes de fruits. Et donc, pour avoir 9 tonnes de fruits en polyculture, en monoculture, vu que le rendement est de 15 tonnes, vous avez besoin de 0,6 hectares de fruits. Donc, pour avoir la même production que 1 hectare de polyculture, vous avez besoin de 0,8 hectares de grains plus 0,6 hectares de pommes, soit 1,4 hectares. Donc, ce qui vous fait votre LER de 1,4. Alors maintenant, nous allons voir quelques exemples d'associations. Donc, en général, on essaye, comme j'ai mentionné, d'associer des cultures complémentaires. Et donc, une des associations les plus connues et les plus pratiquées dans le monde entier depuis des millénaires, qu'on retrouve vraiment partout, c'est l'association céréales et légumineuses. Donc, les céréales, c'est la famille des graminées, les légumineuses, c'est la famille des fabacées. Et donc, ces deux cultures sont extrêmement complémentaires. D'abord dans l'espace, puisque la céréale est une culture érigée, donc vous pouvez vous imaginer le maïs, alors que la légumineuse en général est buissonnante ou alors grimpante. Donc buissonnante comme l'arachide, comme le niébé, ou grimpante comme l'haricot grimpant. Ensuite, ces deux familles sont complémentaires au niveau du système racinaire. Donc les céréales ont un système racinaire puissant et profond qui va très loin dans le sol, alors que les légumineuses ont plus un système racinaire superficiel. Ensuite, elles sont complémentaires dans l'utilisation des nutriments, principalement de l'azote, puisque les céréales ont besoin de beaucoup d'azote, alors que les légumineuses n'ont besoin aucunement d'azote, puisque, on verra ça
plus tard, mais les légumineuses font une symbiose avec une bactérie qui leur permet d'accéder à l'azote de l'atmosphère et donc elles n'ont pas besoin de prendre l'azote dans le sol. Donc là, on a une complémentarité avec la céréale qui a besoin de beaucoup d'azote. Et pour terminer, on a une complémentarité dans l'utilisation du phosphore puisque les légumineuses sont capables de mobiliser du phosphore et même du coup de rendre le phosphore plus disponible pour la céréale qui elle a besoin de beaucoup de phosphore. Donc voici quelques exemples d'associations céréales légumineuses que vous pouvez faire. Vous pouvez associer le maïs avec le soja, l'arachide, le nébé, le haricot vert. Pareil avec le sorgho. Dans des régions plus méditerranéennes, vous pourriez associer le blé avec le pois chiche. Et dans des régions plus tempérées, comme en Europe, vous pourriez associer l'orge au pois. Donc des exemples plus précis, on a cette milpa ou les trois sœurs. Donc c'est un système traditionnel d'Amérique centrale où on associe le maïs, le haricot grimpant et la courge. Donc je l'ai déjà mentionné avant, on a le maïs érigé, le haricot qui grimpe et utilise le maïs comme tuteur et qui du coup fixe l'azote du sol et la courge qui fait une couverture du sol et le protège. Une autre association céréales légumineuses qui est très efficace, c'est le système push-pull, donc l'association du maïs avec le desmodium et le pénicillium, donc que je vais vous expliquer par cette vidéo. Alors ici, je vais vous présenter le système push-pull. C'est un système pour produire le maïs, pour protéger le maïs des ravageurs et donc permettre de produire des grandes quantités de maïs sans utiliser d'engrais et sans utiliser de pesticides. Donc le système push-pull de l'anglais a deux composants, le push et le pull. Donc le push, c'est un effet répulsif. Donc au pied du maïs, on va cultiver le desmodium. Le desmodium émet des volatiles, des molécules volatiles qui vont faire partir les ravageurs. Donc ça a été prouvé que ça fait partir la chenille légionnaire et le foreur de tige. Donc ça va éloigner ces ravageurs du maïs, d'accord? Et ensuite, on a l'effet poule, c'est-à-dire qu'autour du champ, on sème une bordure de pénicillium, l'herbe de napier. Et cette herbe de napier, elle va attirer le foreur de tige, elle va attirer la chenille légionnaire. Et donc au lieu de pondre leurs œufs dans le maïs, ils vont aller pondre leurs œufs dans le pénicillium, qui est aussi une céréale, donc il ressemble au maïs, donc il les trompe. Et ensuite, le pénicillium va émettre des molécules qui vont tuer ces œufs. Et c'est comme ça en fait qu'on va contrôler les ravageurs. Donc ça c'est le système push-pull. En plus de ça, on a d'autres avantages, parce que le desmodium, il va tuer les semences de Striga asiatica, l'herbe des sorcières, une herbe parasite qu'on peut avoir dans le sol. Ça c'est un avantage également. L'autre avantage, c'est que le desmodium est une légumineuse, donc il va faire une symbiose pour fixer l'azote du sol, donc va apporter de l'azote au maïs. Et le dernier avantage de ce système, c'est que autant le pénicillium que le desmodium sont d'excellents fourrages. Donc le desmodium plus comme fourrage protéineux, puisque c'est une légumineuse, et le pénicillium plus comme fourrage grossier, puisque c'est une graminée. Donc on ne perd rien, on va pouvoir utiliser les deux plantes pour nourrir nos animaux. Donc voilà, je vous ai expliqué le système push-pull sur cette vidéo. Là, vous avez encore un schéma qui vous permettrait de clarifier. Donc vous voyez le desmodium qui émet ces molécules qui font partir les ravageurs et qui vont du coup sur le pénicillium, donc l'herbe de napier, où ils vont être tués. Et dans le sol, vous voyez le desmodium qui émet également des molécules pour tuer l'herbe des sorcières. Une autre association céréales légumineuses qui est intéressante, c'est l'association du riz pluvial et du stylosynthèse. Donc c'est une association qui permet de cultiver le riz pluvial en milieu très aride et tout en régénérant le sol. Et le stylosynthèse est également un bon fourrage, donc vous avez une production alimentaire et fourragère en même temps. Et c'est surtout une association idéale pour couvrir le sol de manière optimale et permanente et d'avoir du fourrage sec, du fourrage en saison sèche. Maintenant, nous allons parler des associations de légumes. Donc d'abord avec cette vidéo introductive. Alors ici, nous avons une parcelle de production de légumes diversifiés.
Donc on produit beaucoup de sortes de légumes. Ici on a des carottes, des poireaux, des oignons, des poivrons, des aubergines, du basilic, la laitue et même le chou. Donc l'objectif de toute cette diversité de légumes, c'est déjà de satisfaire notre clientèle puisqu'on veut vendre une offre de légumes très diversifiée, mais l'utilité est aussi agronomique. Donc avec une telle diversité de légumes sur la parcelle, on a une plus grande résilience. S'il y a une grosse attaque d'un certain ravageur, par exemple de l'oignon, et que tous les oignons disparaissent, on pourra toujours vendre des carottes, des aubergines, du basilic, etc. Ça, c'est une première raison. L'autre raison, c'est qu'on va associer des légumes qui peuvent être bénéfiques l'un pour l'autre. Là, vous voyez ici la carotte avec le poireau. Et donc, là, on a une double utilité puisque les ravageurs de la carotte n'aiment pas l'odeur du poireau ou de l'oignon, donc ils ne vont pas venir. Et les ravageurs de l'oignon et du poireau n'aiment pas l'odeur de la carotte, donc ils ne vont pas venir. Donc on va protéger les deux cultures de cette manière. On a également certains légumes comme le basilic qui émettent aussi des odeurs qui repoussent les ravageurs. Donc on va revenir plus précisément sur tous ces aspects d'association de légumes. Donc d'abord, on peut associer des légumes qui repoussent des ravageurs de manière générale. Donc des légumes qui ont une certaine odeur et qui vont donc repousser différentes variétés de ravageurs. Donc on a par exemple l'oignon et tous les autres de sa famille, donc l'ail, le poireau, etc. Qui par contre, vu leur petite taille et leur lenteur d'implémentation, peuvent être utilisés uniquement en association avec des autres cultures petites et peu compétitives. Ensuite, on a le gingembre et le curcuma qui, qui permettent également d'éloigner des ravageurs, la menthe, la citronnelle et pour terminer les herbes aromatiques, donc les lianacées, ça peut être le basilic, le thym, l'origan, la sarriette selon les régions, selon les climats. On peut également utiliser la tagette ou la capucine qui, elles, repoussent principalement les mouches blanches et donc sont intéressants à associer avec les solanacées, donc les tomates, les poivrons, les aubergines qui sont très attaqués par ces mouches. Au niveau, quand on associe des légumes, on peut faire quelques généralités qui ne correspondent pas toujours, mais en général oui. C'est que les Aliacées, donc la famille de l'oignon, protègent les Apiacées, donc la famille de la carotte. Que la tagette et la capucine protègent les solanacées, donc tomates, poivrons, etc. et les brassicacées, qui sont les choux. Et que les arbres aromatiques, donc basilic, etc., protègent presque tous les légumes. Ensuite, on peut aussi généraliser que les Aliacées, donc les oignons, etc., ont un impact négatif sur les légumineuses, donc haricots, etc. Donc on ne doit pas associer ces deux familles. Les brassicacées ont un impact négatif avec les rosacées. Donc les rosacées, c'est les fraises et beaucoup de différentes baies, etc. En général, il ne faut pas associer la famille, donc la tomate et la famille du chou. Et il faut surtout, enfin, ça n'a pas d'utilité d'associer des plantes de la même famille. Donc par exemple, poivron, aubergine, tomate, aubergine, etc. Maintenant, pour être plus précis, c'est bien d'utiliser un tableau comme ça, où en fait vous voyez qu'est-ce que vous pouvez associer, qu'est-ce qui sera bénéfique, qu'est-ce qui n'aura pas d'utilité particulière, et qu'est-ce qui sera en fait mauvais, une association qui apportera des choses négatives. Donc tout ce qui est en vert, c'est possible. Donc vous pouvez voir par exemple la betterave avec le céleri, c'est en vert, c'est bon. La betterave avec la carotte, c'est en rouge. Il ne faudrait pas associer ces deux cultures. Ensuite, un exemple de système qu'on pourrait faire serait oignon, carotte, pomme de terre, puisqu'on a vu l'oignon repousse les ravageurs de la carotte, donc le Psyllia rosa efficacement. La carotte repousse également les ravageurs de l'oignon. Et ensuite, on peut aussi mettre la pomme de terre, et là on aura une discontinuité des ressources. Donc, puisqu'il y aura toujours la carotte et l'oignon entre les rangées de pommes de terre, vous aurez une infection plus lente du champ que si vous avez que de la pomme de terre. Alors voilà, on a terminé pour les associations de cultures annuelles. Du coup, maintenant, on va parler plutôt d'associations de cultures pluriannuelles, donc qui durent quelques années
avec des cultures annuelles. Donc c'est ce que j'appelle la semi-agroforesterie. Donc la semi-agroforesterie, c'est un système agroforestier, mais qui est provisoire et non permanent. Donc au contraire d'un système agroforestier où on va souvent mettre des cultures qui vont mettre plusieurs années à produire et qui vont ensuite produire pendant 10, 20 ans, et donc il sera vraiment presque fixe, en tout cas sur une période de quelques années à décennies. Donc là, dans ce système agroforestier, c'est plus un système semi-agroforestier. C'est plus un système qu'on met en place pour une durée de 3 à 5 ans. Et ensuite, après ces 3 à 5 ans, ces cultures pluriannuelles ont terminé. Donc on peut remettre des cultures annuelles, remettre un champ normal ou continuer. Donc en général, on va utiliser des pluriannuels, donc des pérennes, des cultures qui durent plusieurs années, mais seulement quelques années et qui ne restent pas pendant des dizaines d'années, mais surtout des pérennes qui croissent rapidement et qui produisent très rapidement, puisque si on a un système seulement sur 4 ans, on ne peut pas se permettre que c'est seulement la 4e année qu'on aura de la production. Donc comme exemple, ça peut être des cultures fruitières, comme le papayer, qui va déjà donner après une année, l'ananas, qui va donner après une année à une année et demie, le bananier, aussi environ une année, le plantain également, la barbadine ou le fruit de la passion, qui donne aussi souvent déjà après une année. Donc, maintenant, ça peut aussi être d'autres cultures. Donc, par exemple, le pois cajan, qui vous voyez sur cette photo, c'est ces buissons qui sont faits des légumineuses et qui sont un excellent fourrage, où on peut manger les grains. Ça peut être le moringa, que vous connaissez certainement, ou bien l'aloe vera. Donc en fait, là sur cette photo, vous avez toute la partie des pluriannuels, donc reste. Donc vous voyez l'ananas qui entoure le champ, les bananiers sur le champ, les papayers également sur le champ. Et donc en fait, ce système-là reste en place 4 ans. Et après 4 ans, on enlève, on fait autre chose. Mais pendant ces 4 ans, vous avez ces cultures, donc c'est pluriannuel. Mais entre deux, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace. Et c'est là qu'on va cultiver les annuels. Et donc c'est cette association de pluriannuels avec des annuels qui fait ce système de semi-agroforesterie. Donc au niveau des annuels, c'est idéal pour les cultures souterraines comme le l'igname, le manioc ou la patate, puisque ces cultures souterraines sont des cultures assez destructives pour le sol. Donc c'est bien de les associer à ces cultures pérennes qui vont protéger le sol. Donc les ananas par exemple vont bloquer l'érosion, les bananiers et les papayers vont faire un couvert et un peu freiner les gouttes de pluie, etc. Dans ce système-là, l'ombre n'est que partielle, au contraire de l'agroforesterie, et donc on peut cultiver des annuels, même comme le maïs, qui ont besoin de beaucoup de soleil. On peut aussi cultiver des cultures qui vont pouvoir utiliser les pérennes comme tuteurs, par exemple on peut utiliser l'igname, qui va ensuite grimper donc sur les bananiers et les papayers. Ici on a une parcelle qui est Donc ce qu'on là, appelle en une petite vidéo qui vous semi-agroforesterie, montre c'est-à-dire qu'on va concrètement associer une des parcelle cultures de annuelles qui chaque année semi-agroforesterie vont changer au Cameroun. avec des cultures pérennes mais à croissance rapide. Donc ça n'est pas un système d'agroforesterie qui va rester 20 ans, c'est un système d'agroforesterie où même les pérennes ne durent que quelques années. Donc c'est pour ça qu'on a autour de la parcelle l'ananas qui lui va protéger la parcelle de l'érosion, va faire un blocage contre l'érosion, va également garder l'eau à l'intérieur de la parcelle. Comme autre pérenne, on a la papaye et le bananier qui eux vont faire une sorte de couverture et protéger également le sol et la parcelle de la pluie. Et donc c'est 3 cultures pérennes qui poussent très vite. Déjà après une année on a des fruits. Et c'est aussi 3 cultures pérennes qu'on peut très rapidement enlever. Donc l'objectif étant environ de garder pendant 4 ans ces cultures pérennes. Pendant 4 ans on alterne les cultures annuelles. Et ensuite on peut déplacer et faire autre chose sur cette parcelle. Donc vous pouvez entrer dans la parcelle pour voir plus précisément. Donc là on a une double rangée d'ananas pour la démarcation de la parcelle. Comme annuel, vous voyez le maïs associé avec l'haricot vert. Là, on voit un autre. L'haricot vert. Ok. Et ensuite, si on va voir là-bas, on va voir les autres pérennes.
vous avez ici le pois cajon, qui est un buisson légumineux, qui a un excellent fourrage et dont les grains peuvent être utilisés comme apport protéiné. On peut même les manger, donc c'est une sorte de haricot. La papaye. Et là vous avez des bananiers. Voilà. Alors, quels sont les avantages de ce système? Donc déjà, on a une utilisation optimale de l'espace, donc avec des cultures grandes, avec des cultures de couverture, etc. Donc on a une excellente couverture du sol et donc on protège bien le sol et on limite l'érosion. Donc comme j'ai mentionné avant, la culture sur plusieurs strates permet l'interception des gouttes de pluie. Donc déjà les bananes et les papayers vont freiner la pluie, ensuite les pois cageants et ensuite les cultures annuelles au sol. Ce système va protéger les cultures du vent et des aléas climatiques. Ça va fournir de nombreux refuges pour les auxiliaires. Ça va limiter l'évaporation. Donc on a des pérennes qui sont tout le temps verts, qui couvrent tout le temps. Et on a une forte couverture du sol. Donc l'évaporation est faible. Donc on va perdre peu d'eau. On peut quand même avoir une forte productivité des annuels puisque l'ombre n'est que partielle. Mais c'est quand même mieux de privilégier des cultures qui supportent ou qui apprécient l'ombre, comme l'igname, le taro, la patate douce ou des fraises. Et finalement, c'est facile à gérer puisque ces cultures pluriannuelles peuvent être enlevées très facilement, au contraire d'arbres qui durent plusieurs années. Maintenant, on va parler de l'agroforesterie. Donc là, la différence, c'est qu'on a un système qui reste pendant des années et des années avec des arbres qui ont besoin de plusieurs années, déjà 4-5 ans avant de produire leurs premiers fruits et encore plus avant d'être au maximum de leur production, et des arbres qui sont capables de produire pendant très longtemps. Donc c'est l'association de cultures pérennes au final. Donc dans l'agroforesterie, on peut associer des arbres fruitiers avec des arbres fourragers, avec des arbres à bois. On va essayer d'être complémentaires, donc d'associer des arbres avec des racines profondes et des arbres avec des racines plus superficielles. On va essayer, dans la phase d'installation en tout cas, d'associer avec des arbres à croissance rapide qui vont déjà produire quelque chose avant que les grands arbres soient productifs. Et surtout, on va essayer de travailler aussi avec le système de strates, donc d'avoir des arbres de différentes tailles qui sont du coup complémentaires. Donc on peut avoir, par exemple, comme vous voyez sur cette photo, un grand arbre fruitier, un plus petit arbre fourragé, ensuite des arbustes. Le petit arbre peut aussi être du cacao ou du café qui apprécie l'ombre. Maintenant, dans un système d'agroforesterie, on peut également y ajouter des cultures annuelles, mais pas aussi facilement que dans la semi-agroforesterie. On a en fait deux moyens principaux d'associer des cultures annuelles. Le premier, c'est de cultiver des annuels pendant la phase d'installation, comme vous voyez sur cette photo à droite, où tant que les arbres sont petits et ne produisent rien, on peut produire des légumes, du maïs, tout ce que vous voulez, au pied de ces jeunes arbres. Et l'autre moyen, c'est de cultiver des cultures qui apprécient et qui poussent très bien à l'ombre, donc comme le taro ou le macabo. Finalement, l'agroforesterie, c'est pas toujours des associations de plantes, ça peut aussi être l'agroforesterie sylvopastorale, donc l'association, enfin la complémentarité des animaux avec le système forestier. Donc on peut avoir soit un système complètement sylvopastoral avec des grands arbres qui font de l'ombre, des plus petits arbres et des arbustes, puis ensuite de l'herbe en bas, tout ça fourragé, donc avec les animaux qui peuvent manger autant l'herbe que les arbustes que les plus grands arbres. Ou alors ça peut être une complémentarité avec des grands arbres pour le bois, des arbres moyens pour les fruits et des arbustes pour le fourrage avec l'herbe en bas également pour le fourrage et donc avec une forte complémentarité. Alors quels sont les avantages de l'agroforesterie? Donc ça permet de bien protéger le sol, d'augmenter sa fertilité et d'améliorer sa structure puisqu'on a un système périn où on ne remet jamais, on a un système avec les arbres qui maintiennent bien la structure du sol, etc. Donc on a un sol très bien protégé, presque très peu d'érosion. On a une très bonne infiltration de l'eau, ce qui est aussi lié à ça. Une
bonne conservation de l'humidité de la parcelle avec toutes ces strates qui protègent le sol et qui limitent l'évapotranspiration. On a une production très diversifiée. On peut produire des fruits, du bois, du fourrage et des produits médicinaux. Ça nous peut servir de protection contre le vent. C'est un milieu très divers au niveau de la biodiversité, donc on aura beaucoup d'insectes bénéfiques, d'auxiliaires. Ils auront beaucoup d'endroits où se réfugier. Ensuite, on a des interactions positives entre les cultures associées et même les animaux, donc que ce soit les arbres, les annuels, les buissons, les arbustes, les animaux, etc. Et surtout, on utilise la lumière et l'espace de manière optimale et ceci demande peu de main-d'œuvre d'entretien puisque c'est un système relativement installé qui fonctionne en tant que tel. Une façon d'utiliser l'agroforesterie, c'est également de faire des haies vives. Donc là, on va aussi avoir cette sorte d'association, mais pas à l'intérieur de la parcelle, simplement autour de nos parcelles ou autour de nos fermes, on peut mettre des haies vives qui vont apporter beaucoup. Donc comme vous voyez sur cette photo à gauche, un quadrillage avec des haies vives qui fait, si on le regarde l'ensemble, un système agroforestier où vous avez des haies, mais à l'intérieur vous avez des champs de culture annuels tout à fait normaux. Donc, quel est l'avantage de faire ça? C'est que ça va vous faire une protection de vos cultures, donc de vos champs, contre le vent, contre les aléas climatiques et contre les ravageurs. Les haies serviront de refuge pour les auxiliaires, donc ça on a déjà vu la semaine passée. Ces haies vous permettront de produire un fourrage pour vos animaux, des fruits et même du bois. Ces haies vous permettront de faire un input d'azote dans votre système. Si vous utilisez des arbres légumineux, ils vont fixer de l'azote. Et ensuite, quand vous utilisez ces arbres pour nourrir vos animaux ou pour faire du compost, vous allez apporter de l'azote dans votre système. Ces haies peuvent servir de barrière et donc limiter la divagation des animaux. Et surtout, ces haies vont limiter l'érosion en bloquant l'écoulement de l'eau et garder l'humidité dans la parcelle. Donc c'est très intéressant, surtout dans les régions désertiques, sont des régions sèches ou désertiques. On peut également mettre en place notre haie avec le système des strates. Donc on peut avoir des grands arbres fruitiers et entre ces arbres fruitiers on met des fourragers plus petits et ensuite des arbustes au pied de ces fourragers. On peut également avoir ce système de strates mais plus dans la longueur. Donc là vous voyez sur ce schéma en vert c'est les arbres fruitiers, les grands. Entre deux on plante des arbres fourragers plus petits et au pied des arbres fourragers on met les arbustes ou des plantes annuelles, donc dans la haie. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.